Bonjour, je suis présentement avec Annabelle Soutard, autrice, dramaturge et productrice de théâtre. Née au Québec, elle est allée étudier à Princeton sur la littérature anglaise et en théâtre, pour ensuite revenir ici et cofonder en 2000 Porte-Parole avec Alex Ivanovitch. La création de cette compagnie a amené toute une vague de théâtre documentaire au Québec et ils ont d'ailleurs fêté leurs 25 ans seulement l'année dernière. Bonjour Annabelle. Bonjour Marie-Catherine. Annabelle, tu as dit dans une entrevue que tu as découvert le théâtre documentaire complètement par hasard grâce aux œuvres d'Anna Deaver Smith. Particulièrement, c'était sa pièce Twilight Los Angeles qui parle des émeutes de Los Angeles de 1992 qui t'aurait particulièrement marqué en fait. Puis ma question en fait, c'est qu'est-ce que tu as ressenti en découvrant cette forme de théâtre? Hmm. Merci pour la question parce que oui, effectivement, c'était un moment vraiment éclairant pour moi parce que ce moment-là dans ma carrière académique, j'étais plus intéressée, je dirais, par l'actualité, le journalisme, aussi l'histoire. Et puis quand j'ai vu cette pièce, j'ai vu que dans l'espace du théâtre, dans ce que j'appelle l'agora du théâtre, on est capable d'absorber et comprendre des histoires d'actualité d'un tout autre niveau que quand on lit quelque chose dans un journal ou qu'on voit un reportage à la télé. C'est-à-dire que le vecteur qui est exploité dans le théâtre, c'est le vecteur de l'humanité et d'une humanité commune, en fait, pour ensuite regarder diverses voix qui sont impliquées dans un conflit. Et qu'est-ce qui est vraiment particulier dans la manière que Anna a abordé ces sujets? D'abord, elle était très, même si c'est une femme noire qui porte un regard sur un moment d'injustice vers un homme noir à Los Angeles, c'est-à-dire Rodney King. Elle a fait une recherche qui parle de sa grande ouverture à tous les acteurs de ce conflit-là. Fait qu'elle a fait des entrevues avec des policiers blancs et noirs, des juristes blancs, d'autres membres de la communauté qui étaient peut-être hispaniques ou d'autres, ou coréennes, par exemple. Et elle a amené toutes ces voix-là sur scène dans un spectacle solo où là, comme actrice, elle a joué tous les personnages, où Anna était la racine humaine commune et toutes les voix paraître sur scène devant les spectateurs. Et on est dans cette manière-là capable d'écouter tous ces points de vue. Elle était vraiment pas propagandiste dans sa manière de porter le sujet sur scène. Elle était humaine. Et puis, je me suis dit à l'époque, cette façon de mettre en lumière diverses voix en conflit est une antidote à la polarisation dans notre société. Et imaginez, ça c'était en 1992, où moi j'avais déjà un pressentiment que la polarisation va affecter la société. Maintenant, en 2026, on voit à quel point ça peut déstabiliser la démocratie. Fait que c'était pas juste que j'ai découvert une forme de théâtre, j'ai vu quelque chose qui pourrait nous aider à préserver un discours public dans une démocratie. Donc, j'imagine que c'était un de tes souhaits pour porte-parole d'amener des discussions de manière très humaine, de manière très équilibrée, on peut dire. Est-ce que c'était un de tes souhaits pour porte-parole? Oui, ben je crois qu'au début de ma carrière, d'abord, je voulais juste explorer comment ce genre de théâtre peut être très divertissant. Parce que quand je suis revenue au Québec, comme tu as évoqué au début de ta question, comme personne faisait du théâtre documentaire au Québec. Fait que j'avais, et puis moi, j'étais très jeune, j'étais dans le mi-vingtaine, j'avais aucune expérience comme autrice. Fait qu'au début, j'avais pas, peut-être cette mission-là était, oui, au fond de ma pensée, mais d'abord, j'avais eu besoin de juste explorer comment est-ce qu'on construit une pièce de théâtre documentaire pour que ça soit euh, euh,
respectueux à tous les personnages que j'entrevue, mais ensuite que ça prendre les codes du théâtre pour construire une histoire dramatique qui a de l'allure sur scène. Fait que ça, c'était ma première objectif. Et là, une fois qu'on a établi, OK, avec les principes de Anna, de vraiment aller chercher une vision 360 degrés d'un conflit, euh, là, dans mes premières pièces, on a vu à quel point ça a interpellé le public parce que pour eux, c'était comme un nouveau genre. Puis il était très intéressé par, tout ce qui est dit sur scène est vrai. Puis les gens étaient étonnés des fois parce que souvent la réalité est plus fabuleux que la fiction. Euh, euh, je crois qu'après ça, j'ai vu l'appétit du public québécois pour aborder des enjeux d'actualité brûlantes. Euh, et en fait, leur gratitude que le théâtre leur a amené des sujets et qui respectaient leur intelligence et leur capacité d'être ouverts à différents points de vue. Fait que, mais avec chaque pièce, il faut doser ça parce que notre mission sociale ne peut pas éclipser euh, les objectifs de l'art, c'est-à-dire de créer des œuvres de beauté poétique, en fait, qui racontent des histoires humaines qui nous interpellent émotionnellement. Fait que tout projet essaie de trouver ce dosage-là, mais je dirais que oui, si je me demande c'est quoi le moteur de mon travail, c'est mon grand sentiment d'urgence vis-à-vis la santé de nos démocraties en Amérique du Nord et partout au monde. Euh, mais et aussi ma conviction que les artistes doivent jouer un rôle plus important dans le discours public de leur société et que le théâtre documentaire est un forme qui est capable, qui a le potentiel d'être une œuvre d'art et avoir une utilité sociale. Oui, donc le dosage, justement, c'est quelque chose qui s'apprend puis qui peut différer avec chaque pièce, de ce que j'entends. Oui, Puis, comme tu dis, la démocratie québécoise, c'est très important pour toi. Et tu aimes bien aller chercher les témoignages d'autres Québécois, comprendre ce que ça signifie pour eux. Puis c'était en fait le sujet de la première pièce de porte-parole, oui, novembre. oui, Donc, absolument. En fait, oui, c'était comme ça qu'on a lancé la compagnie Alex Ivanovitch et moi, avec un portrait actuel en 98 de l'état de la santé de la démocratie québécoise. j'entends que c'était vraiment bien. Honnêtement, ça me donne le goût de l'avoir, lisant tous les articles dessus. Donc, en fait, oui, vous êtes allé comme aux quatre coins de la province parler à des gens avec des points de vue très différents. Puis, tu sais, ça m'a amené à la question justement parce que tu as parlé que la nuance, c'est très important d'amener des points de vue différents, même quand on n'est pas en accord. Donc, ma question pour toi, ce serait, qu'est-ce que tu mets en place pour rester à l'écoute quand tu es face à des points de vue avec lesquels tu es en désaccord? Mhm. J'essaie d'être menée par ma curiosité au lieu de mon jugement. Et c'est très difficile et des fois, je ne réussis pas. Euh, je crois que d'abord, il faut pas, comme protagoniste de l'histoire, quand j'écris une pièce, je ne veux pas me présenter comme quelqu'un qui est complètement objectif et neutre dans une histoire. D'abord, j'établis où sont mes angles morts et quelle est ma subjectivité, qui est basée sur mon expérience. Et je crois qu'il ne faut pas avoir honte de sa subjectivité, il faut juste être honnête en disant, ben, voici mon expérience, voici pourquoi je pense ce que je pense. Maintenant, je veux confronter ma subjectivité avec les rencontres avec d'autres personnes. Et en fait, en faisant ça, créer une tension dans mes conversations avec des gens. Parce que c'est très intéressant. C'est pas très intéressant un discours entre les gens qui sont d'accord où il y a un consensus parce que pourquoi échanger si tout ce qu'on veut faire, c'est de nous rassurer sur nos points de vue? Pour créer du théâtre, on veut créer des situations où des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas une même expérience, essaient de créer un dialogue. Et c'est ce que je fais.
Fait que quand j'entre dans une entrevue où j'ai comme une impression que le point de vue de la personne va vraiment me confronter, j'essayais de juste me dire, OK, je sais que je ne suis peut-être pas d'accord, mais qu'est-ce, qu'est-ce que je peux apprendre dans cette entrevue-là pour au moins comprendre pourquoi cette personne-là est arrivée à ces opinions-là? Et là, je deviens, comme j'ai dit, curieuse du background de la personne et mes questions, je suis capable de rester respectueux parce que je ne suis pas en train d'évaluer la valeur des opinions de la personne, mais plus quelle est la mécanique, quel est l'historique euh, de la personne qui est rendue à cette opinion-là. Fait que, et je dois dire que je suis une personne qui est comme excessivement pas naïve, mais en anglais, on utilise un mot qui est gullible, qui est comme quand quelqu'un me dit quelque chose, j'ai tendance à accepter que pour eux, c'est vrai. Pas que c'est objectivement vrai, mais que la personne euh, croit vraiment à ce qu'il dit et pas en train de me manipuler avec son explication de ses opinions. Fait que c'est pour ça que j'ai comme une tendance de rester assez modéré et ne pas aller dans le mode attaque. Parce que ce que j'ai aussi appris au fil des ans, puis ça fait, comme tu as évoqué, 25 ans que je suis dans la pratique, j'ai fait des centaines d'entrevues avec des gens. Et ce que j'ai appris très tôt dans ma carrière, c'est que quand tu attaques quelqu'un, tu vas pas vraiment apprendre beaucoup sur la personne. Peut-être tu vas apprendre leur stratégie de se défendre, mais si tu veux vraiment aller au fond de la pensée de la personne, c'est beaucoup mieux de rester dans l'écoute et dans la curiosité. Ça ne veut pas dire que tu peux dans une entrevue, dire à la personne, je trouve vos opinions très difficiles à accepter. Je ne suis pas d'accord. Mais une façon de dire ça qui n'est pas une attaque, mais simplement comme depuis que je vous parle, j'ai toujours de la difficulté à accepter que X, Y, Z. J'étais très curieuse justement d'entendre ta réponse là-dessus. Là, c'est quelque chose que je trouve que ça peut beaucoup nous servir. Par exemple, moi, je suis étudiante dans le cours de radio, donc on est en train d'apprendre comment faire la radio, comment faire des entrevues. Donc, je trouve que c'est des outils qui sont très utiles parce que les personnes qu'on va interviewer, on va pas toujours être en accord. Puis, tu as évoqué quelque chose de super intéressant que, tu sais, il y a tellement de choses qui peuvent ressortir quand les personnes sont en désaccord comparativement à s'ils sont en accord, puis c'est tout, on est en accord, voilà, on Oui, s'arrête là. c'est ça. Et il y a une grande différence entre être en désaccord et haïr une personne. Comme moi j'ai le sentiment, des fois, quand j'écoute certaines journalistes ou quand j'écoute certaines entrevues, que on n'est plus capable de séparer notre jugement intellectuel pour les idées de la personne avec notre évaluation de la personne elle-même. Et je crois que c'est très important d'être capable de dire, je trouve vos idées très difficiles ou je suis profondément en désaccord, sans, dans notre ton, évoquer l'idée qu'on trouve la personne euh, dans son caractère propre euh, problématique ou d'avoir une réaction émotionnelle à la personne. Parce que je crois qu'on doit rester capable d'être en profond désaccord sans haïr quelqu'un. Et je crois qu'on est rendu très tribal et trop émotionnel vis-à-vis nos échanges dans le discours public. Et puis ça crée beaucoup de bruit où on perd le signal important. On perd là où les idées peuvent avancer dans une compétition d'idées, finalement. Et on est comme,
embrouillés dans un bruit émotionnel qui ne nous permet pas de parler d'une façon constructive. Comme tu viens de parler aussi, justement, chaque personne a son propre regard sur les choses à cause de leur propre vécu puis de leurs émotions à eux. Donc, il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte que, tu sais, tout le monde, au final, n'a pas un regard qui est complètement objectif. Il y a toujours une certaine subjectivité et toi, tu la reconnais envers toi-même aussi. Mhm. Alors, moi, je me demande aussi, comment est-ce que tu fais pour être transparente avec ton public là-dessus avant de présenter une de tes pièces pour leur montrer cette subjectivité, quoi? Mhm. Et c'est quelque chose qui est dévoilé à fur et à mesure avec la pièce. C'est-à-dire, il n'y a pas comme une grande introduction où je dis, moi, je suis Annabelle Soutard, blablabla. Je commence mon enquête et à fur et à mesure, avec la réaction des sujets de mon enquête à moi et les choix que je prends pour avancer l'enquête, le public apprend petit à petit avec qui est-ce qu'ils sont dans ce voyage. Ils sont entre les mains de, ben, dans mes premières pièces, une jeune femme qui était souvent, quand j'approchais les gens étaient comme, ah, est-ce que vous êtes étudiante? Ah, vous avez un accent intéressant quand je faisais des enquêtes en français. Là, ils savaient que c'était une femme jeune, une femme un petit peu naïve, une femme anglophone. Euh, Là, des fois, comme dans ma pièce Seeds, il y a un moment où le public avait des questions sur ma capacité de rester, pas véridique, mais que peut-être je manipulais mes sujets parce qu'à un moment donné, le fermier de la Saskatchewan, Percy Schmeiser, me demandait d'arrêter mon enregistreuse. Puis j'avoue au public que j'avais gardé l'enregistreur allumé, même si je n'ai pas amené ce témoignage-là sur scène, que je voulais avoir une trace de ce que le fermier a dit. Fait que le public est allumé sur le fait que, ah, la personne qui a fait la recherche et nous raconte l'histoire est peut-être elle-même pas toujours complètement honnête, ou peut-être elle manipule certains aspects de l'histoire. J'essaie de dire que comme autrice, je ne veux pas être moralement plus élevée de mes personnages. Je suis un être humain. Mon histoire a des angles morts. Mes façons de faire ne sont pas complètement 100% objectif équilibré, mais que en me suivant, vous allez apprendre quelque chose sur l'être humain dans la société d'aujourd'hui. Fait que c'est quand même difficile parce que je crois que comme on s'annonce comme auteur, on veut toujours se donner cette idée-là qu'on a une autorité morale, mais j'essaie des fois de me mettre en question aussi dans mes propres pièces. C'est ce que j'ai fait aussi dans la pièce Freddy, où il y a plusieurs personnages durant la pièce qui pointent leurs doigts vers l'auteur, l'autrice, en disant euh, pas je vous crois pas, mais j'ai des profondes questions sur votre point de vue sur l'histoire. Fait que c'est différentes manières de rester transparente et de rester sur terre un petit peu. Je me présente pas comme Dieu dans mes histoires, le contraire. Puis, comme on s'est parlé plus tôt, tu as dit que c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, c'est pas on commence à faire du théâtre documentaire, puis tout à coup, on sait comment faire les entrevues, on sait comment faire ci, on sait comment faire ça. Donc, mais tu sais, ça fait déjà 25 ans. Donc, dis-moi, du début de porte-parole jusqu'à maintenant, est-ce que tu penses que ta vision pour porte-parole s'est réalisée, quoi, tes souhaits de présenter ces témoignages de manière équilibrée, tout ça? Mon Dieu, je sais pas. D'abord, chaque projet présente des défis complètement uniques. Fait que Mhm. même si à fur et à mesure, oui, on améliore nos pratiques ou on a de l'expérience qui nous aide dans chacune des situations,
on se sent un petit peu perdu dans comment trouver le bon dosage d'informations et d'émotions, comment rester équilibré. Maintenant, je passe beaucoup de mon temps à accompagner d'autres auteurs dans leur pratique. Ça fait depuis la division de Freddy en 2016 et 2017 où je n'ai pas fait une pièce solo. Je travaille avec Alex Ivanovich et Brett Watson sur la série Assemblée, mais on est des co-auteurs de cette série. Euh, Fait que j'ai comme hâte de revenir sur le terrain et faire une pièce solo, ce que je vais faire dans les prochaines années, j'espère. Mais je dirais que euh, oui, je crois que ce qui me peut-être est comme le grand accomplissement de tout ça, c'est que je trouve qu'il y a une vraie communauté d'artistes au Québec qui ont un grand appétit pour créer du théâtre documentaire et que avec chaque année, on sent que le public reste très, très, très interpellé par quel sera le prochain sujet que vous allez mettre sur scène, comment est-ce que la forme va continuer à évoluer, parce que je crois que si on regarde toute l'œuvre des plus que 21 productions que nous avons diffusées depuis 2000, que chacun c'est pas formulé, c'est pas une formule, en fait. Chaque pièce a vraiment des façons différentes de mettre en lumière le sujet et la personne qui raconte l'histoire. Fait que je suis très fière du fait que nos projets documentaires sont assez uniques comme œuvre et que maintenant la pratique a vraiment agrandi, à passer les limites de la compagnie de production de porte-parole. Et on voit à quel point Mass Best, par exemple, ou Anaïs Barbeau, la Violette et compagnie ont eu beaucoup de succès avec Pas perdu, Justin Laramé avec Rondelet, plusieurs d'autres que je ne nomme pas. Apparemment, selon un article de l'agence France Presse qui a été publié il y a quelques années, une sur quatre pièces créées au Québec aujourd'hui a des éléments documentaires ou est une pièce documentaire. Ça, c'est quand même quelque chose, il faut être fier, mais pas, j'amène pas ça comme, j'amène pas ça juste comme une fierté pour moi, parce que c'est comme beaucoup de gens qui ont participé à porte-parole depuis les années, mais plus comme une indication que le théâtre documentaire doit être juste perçu comme du théâtre et pas comme une forme à part, parce que souvent les gens vont dire il y a du théâtre, il y a du théâtre documentaire. C'est juste du théâtre qui est créé d'une certaine façon, pratiqué par plusieurs personnes d'une manière un petit peu unique, mais que ça démontre à quel point ce qu'on aime sur scène beaucoup au Québec, c'est qu'on aborde des sujets d'actualité, que ça reste très contemporain, le théâtre, qu'on n'est pas juste en train de refaire du Shakespeare, etc., même si j'aime ça aussi, mais qu'on veut que ce qu'on voit sur scène est une réflexion de notre société. Ça s'est vraiment construit grâce à plusieurs artistes, hein. Dépendamment du projet, il y a plein d'artistes qui viennent faire leur part dedans. Beaucoup, Mais beaucoup. beaucoup, oui. Mais en fait, tout ça, ça serait pas réalisé si, tu sais, tu avais pas décidé de revenir ici pour créer une vague de théâtre documentaire, en fait. Et une question que j'ai pour toi, c'est, est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui ont une passion comme la tienne pour quelque chose, mais ils ont peut-être peur d'y aller après parce que le chemin est peut-être irrégulier comme le tien l'était? Ben, je crois que c'est comme la peur de faire quelque chose, c'est toujours ce qui va nuire au bonheur de faire des choses. Comme pour moi, je pense que il faut toujours accepter que n'importe quelle piste qu'on va prendre, chemin qu'on va prendre dans la vie, va, il va avoir des échecs. Fait que, comme
on peut avoir peur d'exprimer notre passion, mais même si vous décidez de faire quelque chose qui n'est pas votre passion, ben, il va y avoir des échecs aussi. Que pourquoi pas poursuivre ses passions. Je pense qu'on vit dans un monde qui est très incertain. On peut aller étudier n'importe quoi aujourd'hui et notre futur, notre avenir n'est pas garanti à cause des bouleversements technologiques amenés par l'IA. Je pense que c'est le moment pour tout le monde de prendre des risques et de ne pas avoir peur de l'avenir. La peur est quelque chose qui est comme qu'on invente dans son cerveau pour essayer de prédire le futur, qui est impossible. Fait que pourquoi pas juste prendre contrôle de votre présent et faire ce que vous aimez faire et de faire face aux conséquences quand ça se passe. Parce que la peur, c'est juste la projection de qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? On ne sait pas. Fait que j'essaie de ne pas moi-même construire cette narration dans ma tête, mais de vraiment rester, et c'est ça que la pratique du documentaire fait, on est toujours face à une, comme on dit, facts on the ground, d'une situation, qu'est-ce qui est devant moi actuellement, comment est-ce que je peux réagir à ça, à cette chose concrète, et ensuite, sans être irresponsable à l'avenir, oui, il faut quand même être stratégique et penser aux conséquences, mais de ne pas trop investir dans la peur de l'inconnu. Ça peut vraiment nous paralyser. Merci beaucoup pour cette belle réponse. Je suis certaine que ça va être un encouragement pour qui veulent peut-être s'attaquer à quelque chose qui n'est pas un chemin qui est exactement sûr, mais qui les passionne vraiment parce que la passion, c'est quelque chose qu'on veut dans notre travail, je pense. C'est quelque chose qui nous guide, qui nous pousse à en faire plus. Donc, merci beaucoup, Annabelle, pour ton temps et tes réponses. C'était vraiment une belle entrevue, puis merci beaucoup, en fait. Ah, c'est un plaisir, Marie-Catherine, puis je te, en fait, salue aussi pour tes très belles questions. Et puis, je vois aussi à quel point tu es curieuse sur ton sujet, fait que bravo pour l'entrevue. Ouais, c'est vrai, j'étais très curieuse. Il y a beaucoup de choses à parler avec porte-parole, puis c'est ça justement, vous démarrez des discussions et tout là-dedans, donc il y a tellement de choses à parler. Écoute, et justement, il va y avoir une nouvelle pièce qui s'en vient, Club Sandwich Mayonnaise, qui va être présentée du 8 au 18 avril à l'usine C, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est une pièce de Manuel Légaré dans une mise en scène de François Bernier avec une très belle distribution, vraiment une excellente équipe de conception et de production. Fait que très fier de présenter ça du 8 au 18 avril à l'INSEE. D'accord. Ça va porter sur l'aide médicale à mourir, puis c'est un récit qui est intime en fait, puis c'est aussi une enquête sociale entre humour et existentiel. Alors, ouais, allez-y, hein, je suis sûre que ça va être un autre succès pour Porte-Parole. Merci beaucoup. Et juste pour dire à vos auditeurs et auditrices, même si le sujet a l'air d'être lourd, l'aide médicale à mourir, et pour les jeunes, peut-être pas un sujet qui est pertinent à leur vie actuellement, c'est porté avec beaucoup d'humour, d'humanité. C'est vraiment une belle histoire qui, si vous avez un parent ou un grand-parent, va vraiment être très, très, très émouvant. Fait que je vous encourage de venir voir cette pièce-là. Merci beaucoup pour ça. Et sur ça, je vais terminer ici. Merci beaucoup.